Les 6 heures d'Austin sur le COTA, le Circuit of the Americas, avait lieu le week-end dernier aux États-Unis, donc avant-dernière manche du championnat du monde d'endurance 2024 avec un succès, le premier pour AF Corset. On parle de l'écurie entre gros guillemets privée. Et la 499B numéro 83 de Robert Schwartzman, Robert Kubica et Yeffier qui s'est imposé au terme de ces 6 heures texanes. Et on va évidemment revenir dans ce nouveau numéro de Track Limit, le podcast d'Endurance Info, sur cette course. Et je suis avec Thibaut Villemont et Laurent Mercier. Bonjour messieurs. Thibaut, t'es de retour d'Austin et on a assisté donc à un peu un week-end de première. On va y revenir évidemment dans le déroulé de ce numéro de Track Limit avec plusieurs premières, mais effectivement la principale, c'est la première victoire d'une Ferrari hors 24 heures du Mans, Thibaut, en WEC, et la première victoire de la Ferrari badgée AF Corset. Bonjour à tous, oui Pierre, effectivement, tu fais bien de souligner. C'est officiellement la deuxième victoire d'une écurie privée cette année, après celle de Team Jota à Spa. Voilà, hein, ça sert à, on parle, le statut des deux entités ne sont pas les mêmes, hein, on va pas se mentir. La 83, elle n'a de privé que le nom, elle reçoit le même soutien que la 50 et la 51. Robert Schwarzman et Yeffier sont même des pilotes officiels Ferrari. Mais voilà, en tous les cas, ce qui est bon de souligner, c'est qu'ils avaient, ils ont eu un début de saison pas forcément facile. Ils ont été très très forts au Mans. Ils auraient pu jouer la gagne avant leur problème le dimanche matin. Ils auraient mérité autant que la 50 de l'emporter. Et là, ils ont parlé de rédemption. C'est un peu ça. Et puis en plus dans l'adversité, parce que la course n'a pas été forcément facile pour eux. On a vu pourtant que Ferrari, Thibaut, a été assez impressionnant d'entrée de jeu, dès les qualifications, et surtout dès le début de course où on a eu aux avant-postes les trois Ferrari, puisque les deux officiels, on va les appeler comme ça, la numéro 50 et la numéro 51 et la 83, ont dominé le début de course avant. Tu vas nous rappeler ces petits problèmes qu'il y a eu, notamment dans l'équipe officielle. Ouais, bah en fait, c'est vrai qu'au soir des qualifications, quand on faisait un peu demander, d'après vous, c'est quoi vos pronostics? Il y a beaucoup qui mettaient un triplé Ferrari. On avait vraiment la sensation que les 499P étaient au-dessus du lot. En performance pure sur un tour, c'était le cas, encore une fois. Et on l'a vu en début de course. Alors la 50, elle était un peu en retrait, honnêtement. Euh, Miguel Molina n'a pas été très saignant en début d'épreuve. Et la 51, il y a eu un accrochage avec une GT, en l'occurrence une Nexus. Et après, il y a eu un tête à queue de Giovinazzi qui a attaqué de manière assez optimiste une Peugeot. Et donc, voilà, la boîte de vitesse a cédé, n'a pas trop apprécié. Après, le collège des commissaires a jugé que c'était Giovinazzi, qui avait été reconnu coupable de l'accrochage avec la GT. Ferdinando Canizo ne partage pas cet avis, mais en tous les cas, ça a sonné le glas des espoirs de la 51. Et donc, il nous restait plus que deux Ferrari déjà en lice. Et voilà, après la 50, elle a fait une course globalement assez parfaite. Mais moins dans le rythme que les deux autres, alors que depuis le début du programme, c'est généralement la référence chronométrique. C'est ce que j'allais dire, notamment Antonio Foucault, qu'on sait excellent, notamment dans l'exercice des qualifs, mais bon, en course c'est pareil, dès qu'il s'agit de hausser le tempo, on sait qu'il est là, mais effectivement, un peu moins tranchante, comme tu dis. Il y a une explication à on va pas appeler ça une contre-performance, mais à être un petit peu en dessous de la 83, selon toi, ou selon ce que tu as eu des retours en interne de chez Ferrari. Bah après, ils nous disent qu'à la fin de course, la 50 était dans le même rythme, ce qui n'est pas forcément faux. Donc peut-être qu'il y a eu des petits réglages différents, mais après, faut être franc, hein, Miguel Molina aujourd'hui, il a gagné le Mans, très bien, mais à mes yeux, il n'est pas au niveau de ses équipiers. Et ce qu'il est à noter sur la 83 début de saison, c'est ce qu'on écrivait sur Endurance Info. Il y en a beaucoup qui ont dit oulala, la 83 va aller botter les fesses des deux autres. Et c'est un peu ce qui commence à se passer. Les trois pilotes de la 83 sont vraiment vraiment solides. Kubica, il a été mais incroyable le week-end dernier, deuxième en qualif. Il aurait Vraiment, il n'était pas loin de chipper la pole à Giovinazzi. Yifeye, il a été très fort sur un double relais en pneu dur qui était vraiment très compliqué à gérer. Et Schwartzman a bien fini le boulot. Donc moi, aujourd'hui, en fait, des trois équipages officiels, euh, c'est presque celui qui est le plus solide. C'est pas forcément, mais enfin, en tous les cas, je trouve que Molina sur la 50, il est un petit peu en retrait des deux autres.
Voilà, mais moi, là où je suis, vraiment chapeau à l'équipe, bien évidemment, mais surtout chapeau à ce trio Kubica, Schwarzman, Yeh, qui a répondu aux attentes qu'on avait placées en eux en début de saison. Ferrari, donc, qui empoche enfin une course hors 24 heures du Mans, c'est aussi la concrétisation de ce qu'on voit depuis le lancement, hein, de cette catégorie Hypercar, où les Ferrari sont souvent performantes, mais n'avaient gagné qu'aux 24 heures du Mans. C'est un peu la logique respectée, selon toi? Je sais pas si on peut parler de logique. Après, oui, c'est vrai il leur tardait de gagner ailleurs comment. Maintenant, le week-end est loin d'être parfait, hein, parce que c'est la privée entre guillemets qui gagne, donc elle marque pas de points au championnat constructeur. Et au championnat, l'opération, elle n'est pas forcément extraordinaire. Alors, en terminant cinquième, c'est Foucault, Molina et Nielsen. Pardon, en terminant troisième, il limite les dégâts. Ça, c'est clair, notamment par rapport à la Porsche numéro 6 qui a vécu une course compliquée. Par contre, d'un point de vue comptable, la bonne opération du week-end, elle n'est pas pour Ferrari, elle est pour Toyota. Ouais, on va rappeler, Thibaut, effectivement, qu'au championnat constructeur, donc c'est Toyota maintenant qui passe en tête avec 147 points, qui prend l'avantage sur Porsche, hein, on va y revenir, qui a eu un week-end de texan assez compliqué sur les terres américaines de Penske. Ça n'a pas forcément dû plaire, j'imagine, au captain. Et Ferrari à 128 points, donc en troisième position, puisqu'après le trou est fait, hein, face à la concurrence. Donc le titre se jouera entre Toyota, Porsche et Ferrari, ce qui n'est pas une surprise. Et au championnat pilote, on rappelle que Kevin Estre, Lorenz Vantore et André Lotterer restent en tête avec 125 points, et que désormais Kobayashi et De Vries sont à égalité avec Foucault, Molina et Nielsen avec 113 points chacun, donc 12 points de retard sur la tête. Certes, l'opération comptable, Thibaut, est pas bonne, forcément très bonne, on va dire, pour la 50. Comment tu vois les choses quand même en interne chez Ferrari pour cette fin de saison? Est-ce qu'on va mettre tout pour la 50 pour aller chercher le titre? Bon, ce serait pas forcément étonnant. Après, moi, là, ce qui m'inquiète un petit peu dans la course au titre, c'est que Porsche marque un peu le pas. J'ai tendance à penser que ça jouera entre la 7 et la 50, mais bon, voilà, rien n'est encore. Il y a encore deux courses, dont une dernière qui a un coefficient 1,5. Euh, donc bon, enfin là, de toute façon, 59, 125. Enfin, pour moi, ça va se jouer entre les trois équipages de tête, à savoir l'auteur Foucault, Nielsen, et enfin les équipages de ces trois pilotes-là. Les autres, ils sont décrochés. Maintenant, il faut jouer les tactiques d'équipe. Et déjà, Sébastien Buemi l'a bien dit après le Mans. Dès l'arrivée des 24 heures du Mans, au vu du résultat, leur unique but est d'apporter le titre constructeur à Toyota et le titre pilote à leurs équipiers. Donc voilà, je pense qu'on va avoir une triangulaire entre la Porsche numéro 6, la Toyota numéro 7 et la Ferrari numéro 50 pour le titre pilote. Thibaut a passé à Toyota, donc on a vu avant le meeting que bon, niveau BOP, ça aurait pu être très compliqué pour Toyota. Et finalement, il limite franchement les dégâts, voire plus, hein, parce que est-ce que c'est vraiment la bonne surprise, cette Toyota numéro 7 au résultat de la course, au vu donc effectivement, bon, d'une balance de performance qui avait été dévoilée et pas forcément en faveur de la GR010. Cette deuxième place qui aurait pu être une victoire, hein, au vu du déroulé de la course. Est-ce que c'est plus qu'une limitation des dégâts, selon toi? Ah bah oui, non, non, mais c'est sûr. Aujourd'hui, après, ils sont là, ils sont frustrés pour des raisons sur lesquelles on reviendra après. Mais jamais la veille se serait imaginé terminer deuxième. Alors certains disent à chaque fois, et notamment Ferdinando Canizo, à chaque fin de course, dit que Toyota cache son jeu, que je sais pas à quoi il joue. Mais honnêtement, encore une fois, Toyota a fait la différence sur une meilleure gestion des pneumatiques que la concurrence. Contrairement à Ferrari, eux, ils ont chaussé les médiums pendant toute la course, et pourtant il y avait un taux de dégradation sur ce nouveau tarmac qui était très faible. Mais voilà, ils ont opté pour la bonne stratégie. Et après, on l'a vu, hein, ils ont pâti, hein, de ce changement de BOP, parce que vous prenez la course, globalement, les Toyota n'ont quasiment jamais dépassé en piste. Et en fait, il leur a fallu, d'un point de vue stratégique, anticiper certains arrêts, et notamment, on a pu le voir lors du passage de relais
entre Nick De Vries et Kamui Kobayashi, entre Yifei et Robert Schwarzman, à savoir que Toyota a anticipé son arrêt, a mis moins de carburant et en fait donc a passé moins de temps au stand et est ressorti devant la Ferrari numéro 83. C'était globalement leur seul moyen de passer leurs concurrents en piste. Et il y a d'ailleurs, quand ils ont fait ça, il y a un moment, ils ont passé même trois voitures, hein, une Ferrari, une Cadillac et une BMW, si je ne m'abuse. Donc, ils ont dû faire appel à des stratagèmes stratégiques et encore une fois à une meilleure gestion des gommes pour l'emporter. Et ça, c'est autant de critères de performance de second ordre que la BOP n'est pas censée prendre en compte. En tous les cas, c'était l'idée de départ, même si hélas, on revient dessus. Mais voilà, on peut pas dire que Toyota a été aidé par la BOP. C'est clairement pas le cas. Et là, mais bon, en tous les cas, frustré d'avoir perdu la victoire dans les conditions sur lesquelles on reviendra, mais super content parce que il s'attendait vraiment pas à pouvoir terminer deuxième et à faire une telle opération au championnat sur le circuit des Amériques après, au vu de la BOP en vigueur. La fin de course, on va y revenir justement, et je vais passer la parole à Laurent. On a vu que la fin de course et la décision pour la victoire passe par une pénalité, malheureusement, pour Toyota et la numéro 7. C'est, selon toi, Laurent, c'est une décision des commissaires qui est valable, selon toi, au vu des circonstances? Ouais, salut à tous. Décision valable. Tu sais, moi, je suis un peu, je vais pas dire défait, mais un peu déçu. C'est pas spécifique au WEC, mais des décisions sportives dans l'ensemble, sans parler forcément que de celle-ci. Donc bon, maintenant plus rien ne m'étonne. Maintenant, tout le monde n'est pas forcément d'accord parce qu'il n'y a pas forcément que la Toyota qui aurait commis la même, on va dire entre guillemets, la même infraction. On rappelle, hein, c'est non-respect d'un drapeau jaune. Voilà. Donc bon, donc écoute, c'est quand même venu longtemps après. C'est peut-être ça le problème, en fait. Tu vois, donc enfin, je sais pas ce que Thibaut en pense, mais Pour moi, c'est même pas ça le problème. C'est que, en tous les cas, alors Ferdinando Canizo s'en défend. David Flory nous a accordé une interview dans laquelle il nous dit que clairement, les datas, lui montrent que la Ferrari numéro 83 et la Ferrari numéro 50 ont passé ce secteur sous drapeau jaune suite à l'arrêt en bord de piste de la Peugeot numéro 94. Elles l'ont traversé encore plus rapidement que la Toyota numéro 7. Donc il dit juste, si on a fauté et qu'on prenne une pénalité, je veux bien. Mais alors, on peut pas être les seuls. Alors, Calizzo, lui, dit que ils ont bien vu qu'il y avait un double drapeau jaune et soi-disant, les datas montrent que la Toyota a gagné du terrain. Moi, je suis allé me renseigner auprès des équipes. Ils m'ont donné auprès d'autres équipes, donc pas liées à la victoire, à la course pour la victoire, qui m'ont dit exactement la même chose que David Flory. Et en plus, c'était pas, contrairement à ce que dit Ferdinando Canizo, c'était pas un double drapeau jaune, c'était un simple drapeau jaune. Mais peu importe, en fait, là où je suis David Flory, c'est qu'en tous les cas, si cette différence est avérée, si les deux Ferrari sont allés plus vite dans ce secteur que la Toyota numéro 7, elles auraient aussi dû être pénalisées. Et comme le dit Laurent, je trouve que cette saison, dans tous les championnats, on a quand même des décisions qui sont prises, qui entachent beaucoup les résultats sportifs. On ne reviendra pas sur le LMS et le Panis Racing, mais il y a vraiment des décisions qui portent à débat et j'ai pas le souvenir des dernières années que c'est été autant le cas. Donc je peux comprendre la frustration à Toyota qui encore une fois ne se dédouane pas et dit si on n'a pas assez ralenti sous le drapeau jaune et qu'on prend une pénalité parce qu'on a appliqué la règle de manière stricte, aucun souci. Par contre, les autres qui ont fait la même erreur doivent aussi être pénalisés. si, enfin, moi après, si je dois retenir quelque chose, là où je suis d'accord, alors je parle plus sur un plan général en hypercar par rapport à ce qui a déjà été dit, c'est que je pense que Molina est quand même un ton en dessous. Les autres, ça a été dit et je suis d'accord sur le sujet. Que la 83 est certainement un ton au-dessus. Et après, à côté de ça, bah, je sais pas, avant le début du meeting, enfin, il suffisait de lire les interviews et il suffit de lire ce que t'avais dit, David Flory, avant le meeting, d'ailleurs, avant la course, qu'à la régulière, c'était quasiment impossible et que Toyota pouvait pas forcément tirer son épingle du jeu et qu'une fois de plus, mis à part la cagade de Sébastien Buemi qui est dans le trafic, le reste, enfin, franchement, c'est toujours pareil. Il y a rien à dire. Il y a pas de fausse note. Donc ça gagne aussi sur l'exploitation, ça gagne aussi sur les pneumatiques, ça gagne aussi sur le pilotage. Alors oui, en fin de course, pareil, Kobayashi a été quand même assez agressif, mais maintenant il fallait remonter, il y a une victoire à la clé, et ça se termine avec une seconde 7 sous le damier. Donc est-ce que si on avait mis cette pénalité plus tôt, plus vite,
c'est toujours pareil, hein, plus vite à la Toyota, est-ce que le résultat aurait été le même? Oui, oui, la question, tu as raison, mérite d'être posée. Alors voilà, Schwarzman lui dit on l'a averti relativement tôt que la Toyota était sous investigation. Alors qu'il a quand même attaqué parce qu'effectivement, il a essayé si c'était le cas, comme il connaissait pas l'ampleur de la pénalité, de rester à portée de tir, on va dire. Mais oui, voilà, Bah, en moi théorie, j'ai l'ampleur de la pénalité, il est censé la connaître. Enfin, on savait pourquoi c'était, donc normalement, oui, oui, c'est tu vois, il oui, devrait oui, y avoir une t'as raison. échelle, sauf que l'échelle jusqu'à présent, on peut pas dire qu'il y ait eu tous les barreaux sur l'échelle. Non, mais voilà, c'est sûr que comme tu disais, aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut. Toyota est encore un cran au-dessus de la concurrence au niveau exploitation, au niveau gestion de course. On peut dire tout ce qu'on veut. C'était la voiture la plus lourde, 1065 kilos contre 1055 à la Ferrari, et la voiture la moins puissante, 497 kilowatts en dessous de 250 km/h contre 500 à la Ferrari. Donc, je compare les deux voitures qui sont les plus performantes à l'heure actuelle. Alors certes, elle avait un petit gain au-dessus de 250 km/h, mais on n'est pas beaucoup, hein, Austin, au-dessus de 250. Donc c'est encore là-dessus qu'ils ont fait la différence. Donc je crains qu'ils se fassent encore taper dessus avant Fuji, mais ils ont encore, c'était encore une démonstration de la part de l'écurie japonaise et voilà, qui est en tous les cas bien revenu dans la course au titre et qui a encore toutes ses chances, toutes ses chances. Mais voilà, juste pour revenir sur les décisions, ça porte vraiment cette année, et encore une fois, pas qu'en WEC, mais on l'a vu aussi dans d'autres championnats. Mais pour revenir sur le WEC, au Mans aussi, il y a eu quand même des débats sur la pénalité uniquement de 5 secondes pour la Ferrari numéro 51 quand elle tape la Toyota numéro 8 à Mulsanne, et clairement, elle exclut de la course pour la victoire, alors qu'à ce moment-là de la course, clairement, la numéro 8 a les choses bien en main. Que 5 secondes, c'était quand même très très léger. Donc voilà, je sais pas si comme dit Laurent, est-ce qu'il faut une grille vraiment claire et précise sur quand il se passe ça, il faut faire ça. Mais bon, en tous les cas, là le problème c'était pas ça. Comme dit David Fleury, si on a commis une erreur, on doit être pénalisé, aucun souci. Par contre, si d'autres ont commis la même erreur, ils doivent aussi être pénalisés. Mais il y a une autre pénalité durant la course qui a porté à débat, qui pour le coup concerne le GT3, c'est la pénalité qui a été donnée à Rui Andrade dans la Corvette quand il a eu un contact avec la Lamborghini d'Iron Dames. Euh, Tout le monde, à l'unanimité, pensait que ce serait la Lamborghini qui serait pénalisée. Eh ben non, à la surprise générale, ça a été la Corvette et ça arrivait aussi très tard, ça, je crois, dans la course. Ça a été la pénalité est tombée très très tardivement, mais euh, mais oui c'est pareil. T'as raison Laurent, il faut aussi peut-être réfléchir au timing parce que entre les pénalités données après l'arrivée qui peuvent tout changer parce que les concurrents sont même pas au courant qu'ils sont sous investigation. On parlait notamment du Panis Racing et là les pénalités qui arrivent plus d'une heure après les faits, bah ça joue quand même un rôle sur le résultat final. Bah, surtout pour une série, enfin, pour la série majeure d'endurance. Euh, donc moi je trouve qu'il y a, ouais, mais c'est pas spécifique à ces histoires de décisions un peu alambiquées. C'est pas spécifique au WEC cette année. C'est un peu général. On pourrait faire une liste. Et je pense que cette année la liste elle n'a jamais été aussi longue. Et je trouve ça, enfin moi perso, je trouve ça dommage parce qu'il y a des gens qui se battent, il y a des gens qui essaient de faire de stratégie alors que tu peux quand même faire de moins en moins de stratégie partout parce que tout est cadré, tout est canalisé, tout est fermé et tu peux plus tirer un petit peu plus ton épingle du jeu comme tu pouvais dans le passé. Donc si en plus les décisions sportives sont pas logiques ou arrivent vraiment tardivement, je trouve que ça entache un peu une partie du résultat final. Après, on va faire attention à pas trop s'écarter du sujet initial, mais c'est presque un sujet à part entière. C'est déjà, enfin, comment sont formés, par exemple, les collèges des commissaires. Aujourd'hui, par exemple, ils ont Yannick Dalmas en tant que driver advisor qui les conseille, mais quand les décisions sont prises, Yannick doit sortir du bureau et il n'a pas droit de vote. Euh, voilà, aujourd'hui, est-ce que c'est aussi peut-être pas ça qu'il faut revoir? Je sais pas, peut-être peut-être donner un plus grand rôle à certains, à des gens qui connaissent, enfin, à des pilotes relativement récents, d'avoir un poids dans ces décisions, peut-être un poids plus important. Est-ce que le collège des commissaires doit aussi faire partie du championnat? C'est aussi une question qu'on peut se poser. Hein. C'est pas spécifique au WEC, hein, c'est spécifique à tous les championnats. Est-ce que Ouais, ouais. il faudrait pas que ce soit un collège des commissaires qui soit indépendant et à part? Et tout le temps J'ai le la même. sensation, ouais. Et tout le temps le même.
Et tout le temps le même. Maintenant, c'est des gens aussi, enfin, si tu fais un collège indépendant à part, c'est des gens qu'il faut rémunérer, d'abord des gens qu'il faut former. Et voilà, c'est toujours un peu compliqué d'être un peu, enfin, faudrait pas qu'on ait l'impression qu'ils sont un peu jugés partis. Maintenant, c'est pas un métier facile, hein. Ça, je suis tout à fait d'accord et je le reconnais. Je voudrais surtout pas leur place. Bon, maintenant, cette année, c'est quand même compliqué. Et je te parlerai pas de ce que tu as évoqué il y a peu de temps avec la Lamborghini et la Corvette, parce que là, j'ai pas, là, j'ai pas de réponse, là. Là, j'ai pas de réponse, mais bon. Non, voilà, donc pour, non, J'ai- pour clore le chapitre Toyota, c'est ça, c'est un petit peu le titre de notre article. C'est vraiment c'est frustrant et en même temps réjouissant parce que ils s'attendaient vraiment pas à faire une telle opération, à obtenir un tel résultat qui, conjugué notamment aux résultats décevants de la Porsche numéro 6, leur a fait faire une bonne opération au championnat. Voilà, c'est comme disait Nick De Vries, c'est une deuxième place réjouissante, mais à l'arrière-goût amer. Et Thibaut, j'ai une question. Dis-moi. Bon, le circuit a été resurfacé. On sait que le circuit aussi avait été resurfacé à Spa avant les 24 heures de Spa et que ça a occasionné évidemment des chronos nettement en baisse et un tarmac totalement différent. Il y a des équipes hypercars avec Michelin qui sont les testées au mois de juillet, sauf Alpine. Du coup, c'était quoi un peu le sentiment? On sait que la piste était chaude, du resurfaçage après les essais. Est-ce que les pilotes il en était quoi du grip et de la dégradation? C'était quoi un peu le sentiment? Bah, c'était assez. Moi, c'est vrai que j'ai naïvement, je suis allé voir les amis Michelin et je leur ai dit quand ils ont commencé à rouler. Alors d'abord, les équipes qui ont roulé fin juillet ont pu commencer à dégrossir les réglages. En revanche, honnêtement, ça leur a pas été excessivement utile et ça, c'était une chance d'un certain côté pour Alpine, qui était la seule équipe à ne pas rouler. C'est que le grip a tellement changé et les bosses ont été tellement diminuées qu'en fait, ils ont quasiment tous dû revoir totalement leur plage de réglage parce que déjà, à commencer par la hauteur de caisse. Ils ont pu diminuer la hauteur de caisse, ce qu'ils n'avaient pas pu faire fin juillet. Et là, ça change tout. Donc, Alpine, dans son malheur, s'en sort pas trop mal. Et d'ailleurs, on y reviendra. Après, le tarmac, il faut savoir que autant à Sao Paulo en 2014, il avait apporté un grip qui est absolument démoniaque. Autant là, en fait, il a été fini, mais je crois même pas 5 jours avant les essais. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au début des essais, il y avait très très peu de grippe. Les pilotes disaient, mais ça, vraiment, il y a pas de grippe du tout. Et ce que nous expliquait Michelin, c'est que le tarmac était tellement neuf qu'en fait, il y avait encore, il sointait encore des huiles de sa conception en fait. Et donc, c'est ça qui a porté. Donc, il glissait pas mal. Il a plu un peu, ça a permis de nettoyer. Mais logiquement, avant que le tarmac soit je ne sais pas si sec est le mot, mais en tous les cas qu'il arrête de sointer, il faut entre 5 et 6 semaines. Et là, il délivre son grip maximal. Par contre, on a vu un grip qui est monté forcément en puissance au fil des passages des autos pendant tout le week-end, et à tel point qu'on a eu un grip absolument excellent durant la course, ce qui a d'ailleurs peut-être aidé Toyota. Mais en tous les cas, vraiment, il y a un fait qui est à noter, c'est que ce tarmac, avec le grip procuré, le pneu médium a fonctionné jusqu'à 50 degrés, hein, piste quasiment, c'est monté jusqu'à 47, ce qui est assez hallucinant. Et donc ça, était eux-mêmes, Michelin était étonné par la fenêtre en fait d'exploitation de ce pneu médium. Donc c'était bluffant. Donc voilà. Après, globalement, ce grip qui allait en s'améliorant, tout le monde en a profité. Ça c'est clair et net. Messieurs, je vous Ok. propose de passer à Cadillac. Cadillac sur ses terres, 4e place. On a à un moment peut-être espéré le podium pour la V-Series R de Earl Bamber et Alex Lynn, qui roulaient encore à deux sur ce meeting américain. Au final, c'est pas loin du podium, 20 secondes. Thibaut, est-ce que c'était le maximum que Cadillac pouvait faire ou il en a manqué vraiment pour aller chercher, le podium? Ils étaient vraiment bien. Après, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Toyota a maximisé le potentiel de sa machine grâce à sa stratégie. Les pneumatiques, on va pas revenir dessus. Mais Ferrari était au-dessus. Le week-end dernier, Ferrari était au-dessus et à la fin, Cadillac, non, je pense que la 4e place, au final, c'est leur place. Honnêtement, c'est leur place. Ils se sont battus, ils se sont bien battus avec BM, qui aurait pu y prétendre aussi à cette place. Donc voilà, j'en attendais. Voilà, faire des faits de course, on aurait pu en attendre sur le podium. Ça aurait été sympa d'ailleurs aux États-Unis. Mais voilà, ce qu'on peut dire, c'est qu'en qualif et même sur un tour, la voiture, elle est là. La voiture, elle est là. Je crois qu'elle est à 4 ou 5
4 ou 5 courses de suite où elle termine l'hyperpole sur les 2 premières lignes de la grille de départ. C'est quand même vachement bien, d'autant qu'il n'y a qu'une seule voiture. Moi, surtout aujourd'hui, pour Cadillac, je me projette déjà en 2025. Quand on sait que la voiture marche, il va y avoir des petites évos durant l'hiver. On va la confier à une écurie Jota dont on connaît les qualités. Et moi, j'attends beaucoup de la Cadillac en 2025. Ça, c'est clair. Encore avec ce qu'on a vu le week-end dernier, j'en attends beaucoup. Mais après, là, sur ce meeting, je trouve que quatrième, Ouais, c'est leur place. c'est globalement ce qu'ils pouvaient espérer. Après, il y a eu un contact en début de course avec la Peugeot, mais peut-être pas de là aller voir embêter Ferrari, c'était peut-être un peu juste. Et la bonne surprise, Thibaut et Laurent, c'est Alpine. On savait que la voiture pouvait être rapide sur un tour. On l'avait déjà vu plus tôt dans l'année. Elle a confirmé une nouvelle fois en qualification puisque Charles Milesi l'avait brillamment placé en 4e position sur la grille de départ. Mais là, cette numéro 35 a fini 5e, premier top 5 et meilleur résultat donc en carrière pour cette A424 qui, on le rappelle, a débuté cette année. Thibaut, est-ce qu'on se souvient de vraiment la catastrophe, hein, on va l'appeler comme ça, des 24 heures du Mans, hein, le double abandon sur problème moteur. Alors, on va peut-être pas dire que tout est résolu chez Alpine, mais est-ce que Alpine et la 424 prennent la bonne direction sur le plan de la fiabilité, sachant que voilà, la performance de la voiture avait déjà été entrevue. Est-ce que cette fois, l'aspect fiabilité progresse et est-ce qu'on peut du coup prendre ce résultat pour une image plus réelle de la performance globale de la voiture? Alors moi déjà, je veux pas parler de catastrophe au Mans, parce que certes, les 2 voitures n'ont pas passé la nuit, elles ont abandonné beaucoup trop tôt, ça c'est évident. Par contre, quand vous avez un championnat BOP, où vous n'avez pas le droit de toucher à la performance de la voiture, hormis si vous avez recours à un Evo Joker, à savoir 5 jusqu'en 27 et 2 sur la période 28-29 maintenant. Qu'est-ce que c'est le mieux? C'est d'avoir une Lamborghini qui est très fiable, mais qui est vraiment à côté de la plaque en perfo et qui va falloir vraiment du boulot pour la faire progresser, ou avoir une Alpine qui est perfo de base et qui maintenant il faut fiabiliser. Et ça, pour la fiabiliser, vous n'avez pas besoin de vos jokers. Moi, je trouve que ce qu'a montré Alpine depuis le début de la saison, il y a eu du dur. Hein. Attention, il y a eu des choses qui ont été compliquées. Mais au moins, la voiture, elle a montré qu'elle était perfo. Paul Louchatin, il est passé en hyperpole. Et maintenant, leur but, avant tout, c'est de la fiabiliser. Bruno Famin nous l'a confirmé. Il n'y aura pas d'Evo Joker pour la saison 2025. Les évolutions qui sont faites sur la voiture vont concerner uniquement le moteur. Ce sera ce que l'on peut appeler des jokers fiabilité. Mais en fait, les jokers fiabilité, c'est gratuit. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Mais ce qui est sûr, c'est que là, ils ont confirmé à ceux qui avaient encore un doute que cette voiture, elle a un potentiel de dingue. On va pas se mentir, hein, c'est le châssis de l'Acura aux États-Unis et beaucoup disent que l'Acura, ça reste la meilleure voiture répondant au règlement LMDH. Le châssis Oreca est extrêmement bien conçu, ça, c'est pas une surprise. Et derrière, voilà, l'équipe a fait le job et il avait une première évolution sur le moteur qui concernait l'arbre à cam. Les autres vont arriver. Peut-être Bahreïn, plus probablement pour 2025. Et là, il y a 3 sessions d'essai qui sont prévues là d'ici la fin de l'année pour Alpine, donc ça bosse dur. Moi, je trouve ça super encourageant, vraiment, et je les mets. Je vais les attendre au tournant début saison 2025 parce que voilà, ils ont montré que la voiture était perfo. Il va y avoir quelques petits changements durant l'intersaison, tant dans l'équipe qu'au niveau des pilotes. Et je pense que c'est en tous les cas encourageant. Encourageant. Après, tout n'est pas parfait, faut pas non plus fanfaronner. Comme le dit à juste titre Bruno Famin, il y a eu des faits de course, il y a eu des pénalités, il y a eu des accidents. Et sans ça, ils auraient vraisemblablement terminé 8e, même si la 35 a aussi connu son fait de course, puisque Ferdinand Asberg a connu une pénalité Très tôt, en très début de tôt, hein. course, voilà, très très tôt, dès le 2e tour, je crois, où il allait, je crois, taper la Cadillac. Ouais, c'est ça, au freinage de la ligne droite du retour, hein, le virage numéro 12. Donc voilà, puis après en stratégie, ils ont été bons, peut-être culottés, mais bons, à savoir que la 35 est rentrée dans la voie des stands. Elle était dans les stands au moment où un full coursiello est agité, donc elle a gagné un peu de temps. Parce que la voie des stands était encore ouverte. Donc, enfin, ils pouvaient bien évidemment la quitter puisqu'ils étaient rentrés avant que le full coursiello soit agité. Ils avaient anticipé ça et ça c'était très bien vu. Donc non, ils ont super week-end. Bravo, les 3 pilotes très forts. Hein, Charles Milesi confirme tout le bien qu'on pense de lui, mais Paul Louchatin et Ferdinand Asberg ont aussi été très bons. Ferdinand après sa pénalité.
Et voilà, bon, la 36, ça s'est moins vu. Ils sont partis avec une stratégie pneumatique différente, avec notamment des durs à l'arrière au premier relais. C'était peut-être pas la stratégie idéale. Donc, ils ont été moins en vue. Mais non, non, c'est sûr, c'est la bonne surprise, hein. D'ailleurs, si on leur a décerné la performance de la semaine avec deux barres automobiles, c'est pas pour rien. Et ouais, moi, j'en attends beaucoup. J'en attends beaucoup pour l'année prochaine parce qu'encore une fois, la voiture a du potentiel et quand elle sera fiabilisée, ce sera top. Et après, il y a autre chose sur laquelle il va falloir travailler, c'est alors ce qu'on appelle le power illegal, hein, comme tous les nouveaux venus. Généralement, les équipes ont une saison pour vraiment le dompter, si on peut dire, hein. C'est cette fameuse courbe de puissance que les voitures n'ont pas le droit de dépasser. Et ou alors sinon il y a pénalité. Et donc forcément, pour ne pas la dépasser, les constructeurs prennent une marge de sécurité, et bah, elle est plus ou moins grosse, hein. Ça peut aller. Moi, j'ai entendu des concurrents qui avaient 1 kilowatt de marge, ce qui est absolument rien, et d'autres qui sont à 12. Donc ça veut dire que avant en fait de critiquer par exemple une valeur de puissance donnée par une BOP, il faut déjà savoir exploiter la puissance que offre la BOP. Parce que si vous avez 10 kilowatts de sécurité au niveau de la courbe de puissance, je vous dis une bêtise, ça veut dire qu'on vous donne 580 chevaux, mais en fait, vous en exploitez que 565. Donc, c'est compliqué. Donc, ça, il faut travailler là-dessus. Et après, tout ce qui est les au sol, boss, on sait très bien qu'ils sont pas très à leur aise. C'est leur première saison de la voiture. Ils avaient bossé pour Le Mans. Le Mans, c'est un circuit qui est quand même relativement plat. Là, chance pour Alpine, Cota a été resurfacé avant la course, mais ils aiment pas trop normalement quand il y a des bosses. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il va falloir travailler s'ils veulent être performants sur toute la saison l'année prochaine. Et notamment, on a pu le voir à Imola où ils avaient été vraiment en délicatesse. Mais bon, voilà. En tous les cas, le bilan, il est, je sais pas, Laurent, si voilà comment toi tu l'as vécu, mais je trouve qu'il est ultra positif et c'est pour moi, oui, c'est le point positif de ce week-end texan. C'est clairement la super perf enfin la performance très encourageante d'Alpine. Laurent, ouais, et Ouais. peut-être plus spécifiquement Ouais. sur Charles Milesi qui a vraiment fait un Ouais, week-end alors parfait, quoi. c'est exactement ce que je voulais rajouter. Enfin, je voulais dire, mais Thibaut en a parlé. C'est sûr que enfin, Charles a été. On savait qu'il était vite. On l'avait déjà vu à Spa, notamment pour l'hyperpole. Cette Alpine 35, elle est quand même passée 3 fois sur 6 en hyperpole. C'est la seule des deux d'ailleurs qui passe en hyperpole, parce que l'autre n'est pas encore passé. Mais oui, oui, je suis assez d'accord. Enfin, je suis d'accord. Je sais pas si un jour on va d'ailleurs ne pas être d'accord, mais je suis d'accord avec ce qui a été dit. Ça, franchement, c'est la bonne surprise. Et bah, écoute, c'est une première année, tout le monde travaille, tout le monde bosse. Je pense même qu'on pouvait peut-être même attendre un peu moins d'Alpine la première année, parce qu'il faut quand même se roder. C'est une nouvelle voiture quand même. Il faut que les gens arrivent à bosser ensemble et tout. Et franchement, c'est pas l'extase, mais franchement, par rapport à d'autres, c'est plutôt pas mal. Ouais, 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 non, mais c'est encourageant. Voilà, moi, typiquement, tout à l'heure, je parlais de Lamborghini. Alors, ils ont qu'une voiture, mais ils sont globalement transparents en perf, quoi. Perf, ils sont complètement transparents. Donc bon, voilà. On rappelle la 14e place, hein, seulement pour la Lamborghini Iron Lynx, qui est donc, Et c'est la, je le rappelle, toute seule pour la marque, quoi. Ce qui ne sera plus le cas l'an prochain, je répète, avec 2 voitures obligatoires par constructeur. et c'est la seule avec l'Alpine 36 qui n'est pas passée une seule fois en hyperpole cette année. Bah, Laurent il nous a fait des stats là cette semaine, mais alors. Ouais, mais enfin, tu vois, non, mais Non, non, c'est vachement intéressant. Je sais que ça t'a pris du temps, mais c'est très c'est intéressant. assez parlant. Tu Mm. vois, de savoir, de voir que tu as que la Porsche numéro 12 de chez Jota qui est passée en hyperpole depuis le début de saison. Non, non, non. Après, il y a la disqualification et tout, mais quand même, c'est la seule. Mm. Ouais. Tu vois, donc il y a des trucs, si tu regardes pas dans le détail, que tu peux un peu oublier. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Thibaut, Laurent, on a vu le top 5 de ces 6 heures du quota, le Lone Star Le Mans, pour reprendre l'appellation officielle. Et dans ce top 5, il y a une absente de marque. On va parler de Porsche Penske Motorsport. Thibaut, absente du top 5, avec la 6e et la 7e place pour les 2 Porsche officiels de Estre, Lotterer Vantore et Campbell Christensen Makowiecki. On va commencer, Thibaut, par on va l'appeler ça la cagade du week-end pour la numéro 5, qui a dû repasser par la voie des stands tout de suite en début de course, parce que tu vas nous expliquer pourquoi, mais il y a eu un oubli sur la voiture au moment du départ de la course. Ouais, alors bon, des cagades, on en voit partout, hein, mais là, c'est vrai que le Porsche Penske Motorsport a oublié de retirer le petit cône vert qui était enfilé en fait sur la sonde pitot et qui sert
qui sert à signifier sur la grille que le moteur hybride est bien désactivé, donc la voiture ne présente pas un danger. Voilà. Donc voilà, ils ont oublié. Donc en plus ça bouchait l'entrée d'air moteur, donc il n'y avait pas assez de. Fred Mako n'a pas eu la puissance requise et donc forcément il était obligé de s'arrêter. Est obligé de s'arrêter dès la fin du premier tour. Et il a perdu un temps assez précieux. Mais bon, voilà, ça n'aurait pas, je pense, ça n'aurait pas changé énormément de choses au résultat final. Bah, on le voit puisque la voiture termine à 4 secondes, un peu plus de 4 secondes et demie de sa sœur, hein, la voiture des leaders du championnat Kevin Estre, Lorenz Vanthoor, André Lotterer, qui eux ont connu un week-end compliqué, Thibaut. On va clairement mettre les mots sur ce week-end difficile pour Porsche Penske, à domicile hein, pour Penske. Quelles sont les explications à cette contre-performance des Porsche 963 officiels? Et même globalement des Porsche 963, puisque on voit que si on évacue la Porsche numéro 12 Jota qui a connu un souci électrique, hein, qui a été rapidement également mise hors des débats. Mais après, on voit que la seconde voiture de Jota termine 10e et la Porsche Proton termine 11e. Et les deux voitures sont à un tour. Donc qu'est-ce qui, selon ce que tu as pu toi avoir comme info, explique cette vraie contre-performance des Porsche 963? Alors déjà, il faut savoir que dans l'écurie usine, la 5 en course, elle a été plus perfo que la 6 déjà. Et après, voilà, ils sont arrivés. La première séance d'essai libre, il y en a certains qui fanfaronnaient chez Porsche, il y en a qui ont été plus sur la réserve. Et non, clairement, elles ont jamais été en mesure de vraiment jouer quelque chose ce week-end. Donc, j'ai même eu l'impression que BM, Cadillac, voire Alpine étaient devant. Donc moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que là, on arrive dans le Money Time, il reste encore 2 courses et que Porsche, il marque le pas. C'est la première fois que la numéro 6, hein, c'est plus mauvais le résultat de la numéro 6 hein, depuis le début de la saison. Elle restait, je crois que de mémoire, elle n'avait fait que des top 5. Donc c'est assez décevant pour Kevin Estre, Lorenz Vanthoor et André Lotterer. Tout n'est pas fini, mais voilà, il va falloir voir comment ça se passe à Fuji. On sait que l'année dernière, c'est clairement la course en WEC où elle avait été la plus à son avantage, la Porsche. Les Toyota ayant été un peu retardés en début de course, Lorenz Vanthoor avait fait cavalier seul dans son premier relais, même si Porsche a encore fait là-bas aussi une cagade parce qu'ils n'avaient pas mis assez d'essence dans la voiture. Mais bon, ça c'est peut-être positif pour la suite, mais non, là ils sont passés complètement au travers. Globalement, les Porsche privés, je sais pas pourquoi, mais elles existent quasiment plus. Elles existent quasiment plus parce que là, bon alors ils parviennent à passer en hyperpole grâce à Norman Nato, mais la voiture elle était pas perfo. Enfin vraiment, il termine 8e et il pouvait pas faire mieux que 8e Norman. Donc ouais, c'est assez étonnant. C'est assez étonnant de les voir tous rentrer dans le rang. Mais autant des écuries privées, on peut ne pas trop s'en offusquer, même si Jota a roulé aussi à Austin, mais pas Proton. Les deux officiels, moi, ça m'inquiète un peu. Laurent, toi, tu vois comment ce marquage de pas du clan Porsche, hein, comme l'explique Thibaut, hein, ce n'est pas que les Porsche officiels. On a vu tout au long de l'année que les Porsche privés savaient se montrer au niveau, voire être plus perfo dans certaines circonstances. Mais là, c'est vraiment le clan Porsche qui a failli dans un sens aux États-Unis. Bah ouais, moi je retiens surtout que la numéro 6 aurait pu se terminer, la course aurait pu se terminer dans le mur. On va rappeler effectivement l'incident avec Sébastien Buemi, hein. Ouais, donc ça aurait pu être bien plus grave, et c'est sûr, ouais, ça marque le pas. Les Porsche privés, c'est moins transcendant que ça l'a été en début de saison. La Porsche Proton, on va pas dire qu'elle était inexistante de tout le meeting, mais quasiment. Euh, et puis, tu as quand même cet abandon prématuré de la numéro 12, quand même. Et ouais, je pense que c'était bien parti en début d'année et tout, mais la fin de saison, les 2 dernières courses, ça risque d'être un peu compliqué pour le camp Porsche. En plus, on va arriver sur les terres de Toyota au Japon. Et après, comme le disait Thibaut au début, il y a 1,5 en coefficient pour la finale de Bahreïn, donc ça, c'est pas gagné, hein. Et est-ce que les 2 circuits qui restent donc au calendrier, Fuji et Bahreïn, selon vous, messieurs, sont propices à voir quand même les 963 revenir dans des résultats plus conformes à ce qu'on a vu depuis le début de saison, ou ça risque d'être compliqué, au vu des configurations des 2 circuits qui restent au calendrier? Bah, c'est ce que je disais. Je pense que Porsche a montré l'année dernière qu'à Fuji, ils étaient pas mal. Il y a pas de raison qu'ils soient pas à l'aise sur ces deux pistes.
Encore une fois, moi, à Fuji, par exemple, je suis un petit peu plus inquiet pour Ferrari, qui l'année dernière a vraiment été inexistant à Fuji, vraiment pas à l'aise dans le dernier secteur très sinueux. Sur le papier, c'est pas un circuit pour eux, mais il n'y a pas de raison que Porsche ne soit pas d'un point de vue, si on se penche uniquement sur le tracé, il n'y a pas de raison qu'il soit pas dans le coup. Maintenant, il faut aussi que eux peut-être revoir certaines choses. Tout n'est pas rose en interne. Il va y avoir du mouvement chez les pilotes. Est-ce que c'était vraiment le moment de leur annoncer sitôt que ça allait bouger, qu'il y en a qui étaient sur la sellette? Je suis pas persuadé. Pour la confiance, c'est pas génial. Donc bon, voilà, à voir. Mais au moment où on se parle, je sens Toyota et Ferrari plus proches, enfin plus forts, pardon, que Porsche. Et surtout, voilà, c'est surtout ils sont sur une autre dynamique. Ferrari et Toyota sont quand même sur une bonne dynamique. Ferrari, et même si voilà, Ferrari c'est la F-Corse qui gagne, mais Toyota gagne au Brésil. Ils font une très bonne opération, à Kota alors qu'on s'y attendait pas. Fuji, je crois qu'il y a quoi? Il y a eu 10 ou 9 ou 10 éditions. Ils en ont perdu qu'une en clair. Ils ont perdu que 2015. Donc ils sont quand même très très compliqués à battre à domicile. Voilà, moi vraiment aujourd'hui, Porsche, c'est peut-être l'outsider de la fin de saison, mais pas beaucoup plus, quoi. Ferrari va arriver quand même avec on va dire, avec l'expérience quand même de la course de l'année passée. Bien sûr, non, non, mais c'est certain. Et encore une fois, le circuit de Fuji, il est très, très, très spécifique. Il a un dernier secteur une très longue ligne droite, un dernier secteur qui est assez spécial, très lent, et l'expérience compte, hein. Ça, c'est évident. Tu fais bien de le noter, Laurent. Et vous parliez de bonne dynamique pour Toyota et Ferrari. On a vu une bonne dynamique en début de meeting et en début de course pour BMW, Thibaut et Laurent, avec les M hybrides V8 qui ont un temps. On va parler de un temps puisque ça s'est moins bien terminé que ça n'a commencé, mais qui ont un temps pointé dans le top 5 de ces 6 heures d'Austin, avant de marquer elle aussi un peu le pas pendant la deuxième partie de course. Mais on a vu vraiment la numéro 15 et la numéro 20 à leur avantage dans les 2 premières heures. Est-ce que là aussi on attendait, on le répète depuis plusieurs mois, qu'on attendait mieux évidemment de l'alliance BMW et de Team WRT? Est-ce que quand même ce début de course encourageant est encourageant pour la suite des événements, où il y a encore des limites, et un plafond de verre que les M hybrides V8 n'arrivent pas à dépasser selon vous? Ah bah, non, non, là, moi, je trouve que c'est bien, hein. Honnêtement, ils ont un peu, à la fin, il y a eu des erreurs, il y a eu des pénalités, tout ça. Mais pour le coup, quand je vois le début de course, je les vois presque plus eux en mesure d'aller chatouiller Ferrari pour le podium que Cadillac. On en a beaucoup parlé parce on en attend beaucoup de cette association BMW WRT, et puis là la saison 2024 de BM, on peut quand même pas dire qu'elle soit glorieuse, hein. Au moment où on se parle, il y a eu 0 podium, que ce soit en IMSA ou en WEC. Donc c'est quand même pas très réjouissant. Mais aussi voilà, on en attendait peut-être aussi un petit peu trop. Parce que une voiture qui a un an d'expérience, une écurie WRT dont on connaît les qualités, des équipages que certains décrivent comme les meilleurs du plateau, et peut-être qu'on les a vus trop beaux tout de suite. On a peut-être sous-estimé la tâche qui était la leur. Là, ils ont vraiment fait du bon job, ils ont été dans le coup. 2 voitures en hyperpole, des voitures en lutte pendant le début de course. Voilà. Après, il y a eu des erreurs, mais ils vont beaucoup apprendre aussi de ce meeting parce que pour une fois, ils ont joué devant avec ce que cela engendre. Forcément, quand vous êtes derrière, vous avez peut-être un peu moins de pression, vous faites moins d'erreurs. Bon, bah là, ils avaient un podium à portée de main, et ils se sont un peu pris les pieds dans le tapis. En revanche, je pense que en interne, on s'est amusé. On a joué devant, on a joué à la place qui vraiment à laquelle on espérait jouer en début de saison. Donc non, moi, malgré les pénalités et les erreurs qu'on a pu voir ici et là, pour moi, c'est une des belles satisfactions. C'est une des belles satisfactions, et un petit peu comme à Imola, je pense en tous les cas, ça montre à tout le monde ce que cette association peut donner, et que voilà, et que ça peut marcher. Il y a pas de raison que ce duo ne marche pas. Donc moi personnellement, j'en tire du positif.
je peux pas tirer autant de positifs qu'Alpine parce que Alpine on les attendait moins et que pour le coup ils ont quasiment fait la course presque parfaite, mis à part la pénalité de Ferdi Habsburg et ils font un top 5. Mais non, non, moi, moi, je suis content de la prestation des M Hybrid V8, notamment forcément en début de course. Voilà, c'est encourageant pour le reste. Malgré, on a vu par contre Laurent, Marco Wittmann, qui lui a été en difficulté sur son deuxième relais. Ça a été un petit peu le début de la descente des M Hybrid V8 dans la hiérarchie. Ouais, ça a baissé un peu de rythme. On a vu un tête à queue. Après, on a vu une pénalité. Il y a eu une pénalité de 5 secondes. Mais oui, oui, c'est forcément encourageant. Et bon, ça, on l'avait déjà dit depuis le début de saison, mais on peut peut-être le rappeler. L'association BMW WRT est différente de l'association Porsche Jota. Jota a commandé des Porsche et fait rouler les Porsche. Là, il y a une vraie association entre BMW et WRT. Et je pense que WRT, on connaît la qualité de l'équipe de Vincent Voss, aussi bien en GT justement qu'en hypercar, même si en LMP2 jusqu'à maintenant et maintenant en hypercar. Et je pense qu'il faut laisser un peu de temps parce que WRT l'équipe ne fait pas ce qu'elle veut. Elle doit aussi tenir compte de BMW. Il faut que tous ces gens-là apprennent à travailler ensemble. Et je pense que quand tu es habitué à avoir une équipe qui gagne, où tu fais tout de A à Z, c'est pas forcément facile de faire les compromis. Non, mais c'est sûr, on en a parlé plusieurs fois depuis le début de l'année. Là, c'est vraiment deux entités qui apprennent à travailler ensemble. Faut pas croire que l'année dernière, ils ont vraiment appris à travailler ensemble parce que, comme tu dis, le GT3, c'est quasiment du privé. Enfin, ils ont un petit soutien sur les grosses épreuves, mais les WRT gèrent tout. Et là, voilà, faut réussir faut accepter de partager la maison avec quelqu'un qui est bien plus omniprésent En que dans tout les autres cas, catégories. je vais pas être très sympa avec notre ami Bobby Rahal, mais en 6 courses, WRT a fait mieux que RLL en 25 ans. Mais RLL a été confirmé hier Ouais, ouais, alors quand je dis pour le 25 ans, programme j'exagère, 2025. mais par rapport au début de la BMW M Hybrid V8, WRT, je suis désolé, a quand même fait mieux que RLL, hein. Ouais, c'est toujours compliqué de comparer parce que, notamment de par le système américain, je te rappelle à la finale de Petit Le Mans l'année dernière, il y a une BM qui pouvait encore être titrée. Mais oui, enfin, ils en perf, ils en ont montré plus. Ce qui est sûr, c'est que ça va, j'espère, remettre un peu de baume au cœur à tout le monde parce que la saison 2024 de BM, elle est quand même bien, bien compliquée. Thibaut et Laurent, je vous propose de conclure ce tour d'horizon hypercar par Peugeot. Malheureusement, pour la marque française, les 6 heures d'Austin ont encore une fois été assez compliquées, même si le début de course de Nico Müller a été plutôt très bon, avec un excellent départ et une prise de position intéressante pour les premières heures de course. Mais bon, après, on a vu les 9 X8 rentrer clairement dans le rang. Thibaut, est-ce que les 9 X8 sont condamnés à regarder de loin la course, comme un peu ça a été le cas sur ces 6 heures d'Austin? Condamné, non. Après, comme le titre de l'article sur le site dit si bien, il n'y a pas grand-chose de positif à garder. Ça, c'est certain. Donc, la saison, elle est vraiment complexe, hein. Elle est vraiment complexe. On a l'impression qu'ils sont presque encore plus dans le dur que l'an passé. Alors, faut faire attention, hein. En dehors de la BOP, il y a aussi un peloton qui est plus garni, qui est plus affûté. Ils ont beaucoup de boulot, ils savent ce qui cloche. Encore une fois, on l'a vu, c'est du grip mécanique, ils sont pas à l'aise dans les courbes moyennes. Je veux pas croire qu'ils soient condamnés parce que voilà, il leur faut juste, ils ont pas encore, en fait, ils ont toujours pas débloqué le potentiel de cette V2, si on peut dire, de la version 2024 de la 9X8. Mais bon, voilà, j'espère juste qu'ils auront les moyens de corriger ce qui peut l'être et que je veux pas, voilà, je veux pas enterrer le programme, moi, parce que s'il y a des pilotes qui ont signé, si je veux croire que ça peut marcher, il y a des pilotes talentueux dans cette équipe et je suis peut-être, je veux pas, voilà, je veux pas faire l'avocat du diable, mais ils sont aussi, je pense,
pas autant staffés que la concurrence, ils n'ont pas autant de moyens que certains. Alors c'est pas une excuse, hein, à partir du moment où vous êtes là, vous acceptez de vous battre. C'est d'ailleurs une phrase d'Olivier Kennel, ça, durant le programme 908, quand certains se plaignaient du budget supérieur d'Audi. Mais non, je veux pas envoyer le mot condamné. Le week-end a été voilà, pas grand-chose de positif, c'est clair. Je veux même pas parler de Fuji. On verra, la voiture est différente et puis surtout, il y a le système d'activation du moteur hybride qui est différent par rapport à l'an passé. Donc j'espère qu'ils seront plus à leur aise à Fuji que l'année dernière où vraiment c'était dramatique. Mais ils ont, ce qui me fait un peu peur, c'est qu'ils ont toujours pas résolu entièrement leur problème de traction. Et ça, dans le troisième secteur à Fuji, ça va être très 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 compliqué. Donc la fin de saison va être longue et voilà, je veux encore croire que ça peut être mieux. Je veux encore croire que ça peut être mieux, donc je veux pas employer le terme condamné. La catégorie Hypercar donc a été revue par nos soins pour ces 6 heures d'Austin, le Lone Star Le Mans. On va passer, messieurs, au LM GT3, où là encore, on a vu une première pour cette fois The Art of Racing. Yann James, Daniel Mancinelli et Alex Riberas, vainqueurs au terme de ces 6 heures de course, devant les Porsche. Les Porsche qui sont toujours là, hein, Mantei Pure Racing et Mantei EMA sont toujours là pour compléter le podium, et Alex Malikin, Joel Sturm, Klaus Bachler font encore une superbe opération au classement général et allez, on va dire, commence à sérieusement entrevoir le titre pilote, et Yasser Chahine, Maurice Schuring et Richard Litz confirment quant à eux le potentiel vu sur les courses précédentes, hein, puisqu'on rappelle que cette voiture s'est déjà imposée à 2 reprises, dont aux 24 heures du Mans. Messieurs, qu'est-ce qu'on peut retirer? On va faire un tour global, hein, du LMGT3, parce que la course a été assez limpide pour l'Aston Martin numéro 27. Pole position et quasiment aucune inquiétude, on va dire, au fil de ces 6 heures de course, Thibaut. Ouais, non, ils ont fait une super course. C'est bravo à eux. Après, moi, ce que je retiens, c'est on a vu les Corvettes, on a un petit peu plus vu les Lexus, pas assez encore, hein, mais c'est un poil mieux. On a vu les McLaren. Je crois qu'il y en a une qui termine quatrième. Donc c'est quand même assez ouvert. Euh, mais bon, voir The Art of Racing, l'emporter, c'est quand même chouette. Cette équipe qui est arrivée en WEC l'année passée. Et donc moi ce que je retiens surtout, c'est d'avoir vu plusieurs constructeurs jouer. Par exemple, BM encore en fait en qualif, ils sont pas dans le coup, clairement pas. Et en course, ils sont toujours là. Et puis surtout, voilà, Monta Racing est toujours là, Malikin est toujours là, et ça va être possible d'aller le chercher, on va pas se mentir. Là, ça fait quand même ça fait 28 points d'avance quand même. 28 points d'avance. Certes, comme il y a les points. Les points augmentés, hein, le coef de 1,5 pour la finale de Bahreïn, mais 28 points d'avance. Et avec le niveau de performance qu'on leur voit depuis le début de saison, on rappelle que leur plus mauvais résultat, c'est 10e au Mans. Mais après, c'est premier, troisième, deuxième, premier, deuxième. Même les concurrents le disent, on peut parler de BOP ou tout ce qu'on veut. Enfin, Manta, ils sont toujours là, ils mettent encore 2 caisses sur le podium. En connaissant les success ballast qui sont appliqués évidemment à la voiture. Hein. Très fort. Honnêtement, c'est très très fort ce qu'ils font à Mantai cette saison. Et, donc bravo aux The Art of Racing et bravo à Mantai vraiment à Austin. Après, ce sont des courses encore une fois qui sont très très dépendantes du pilote bronze. Et notamment, on peut le voir chez Corvette, on peut le voir chez Lexus. Il y a voilà, quand on a un Yann James, quand on a un Malikin, un Shaheen, enfin c'est même un Cottingham hein, qui est quatrième. Ce sont des mecs qui savent vraiment, comme on dit, tourner les cerceaux. Et là, je sais que dans les paddocks du LMGT3, c'est un peu la chasse au bon bronze parce que ça fait une différence colossale. Moi, je suis un petit peu déçu pour la Ferrari numéro 55 de François Herriot, Simon Mann et Alessio Rovera qui avait fait un très bon début de meeting. Et Vista F Corset n'a toujours pas décroché un podium cette saison. C'est quand même c'est incroyable. Je crois que c'est les seuls avec Acodis ASP et Lexus. Et là, je pensais vraiment qu'ils y arriveraient, mais bon, voilà, la course a été encore compliquée. Mais François Herriot, c'est dommage parce qu'il avait fait un super début de week-end. Donc, espérons que ça leur sourit que ça soit leur tour à Fuji.
Mais pour moi, pour l'instant, la déception de la catégorie LMGT3, ce sont ces Ferrari de Vista F-Corse. Laurent, tu es un peu sur la même longueur d'onde, cette analyse, Bah, notamment pour AF Corset. Hein. ouais, alors oui, pour AF Corset, oui, c'est un peu dommage parce que le potentiel en plus de cette 55 est quand même clairement là. Je crois que Alessio Rovera, sur les 6 courses, il a fait 2 fois le meilleur tour en course, mais ça veut pas forcément rigoler en termes de résultats. Et parce que un François Herriot, c'est très vite fait en plus à la GT3, que Simon Mann, c'est aussi solide. Euh, donc ça ne peut, sur le papier, ça ne peut que fonctionner quand t'as en plus Alessio Rovera dans ton équipage. Mais ouais, ça peine en résultat. Et après, d'un point de vue un peu plus général, moi je pars du principe que tout le monde se bat pas forcément à armes égales parce que Monte c'est solide, ok, au niveau équipage, mais c'est quand même solide au niveau équipe. C'est quand même eux qui ont développé la voiture. C'est pas le cas des autres. Qui ont pris quand même un peu le train en cours de marche, que McLaren, c'est la première année avec United Autosport. Alors, ok, WRT, c'est la deuxième année avec la BM et la première année en WEC avec des pneumatiques différents. Mais Ford, c'est la première année de la voiture. Corvette, c'est la première année de la voiture. Aston Martin, c'est la première année de la voiture Evo. Alors que Porsche, Monte, bah, tout est huilé. C'est eux qui développent la voiture, c'est eux qui ont l'expérience. J'aurais été curieux de savoir, je serais curieux de savoir si tu mets Rutronic, par exemple, pour prendre la première équipe qui me vient à l'esprit, à la place de Monte, si c'est les mêmes résultats. Maintenant, l'équipage Monte Pure Racing est clairement au-dessus du lot, mais ça fait, on est encore en mois de septembre, 9 mois qu'on le dit, enfin 8 mois quand on a connu l'équipage. C'est l'équipage qui a fait toute la saison GT World Challenge l'an dernier, qui a été titré, qui a fait l'Asian Le Mans Series, qui a été titré, qui refait le GT World Challenge Europe ensemble cette année, qui fait toute la campagne du WEC sur la même voiture. Ok, en GT World Challenge, c'est plus Herbert qui est derrière et pas monté, mais c'est solide. Et bon, Alex Malikin est au-dessus du lot. Et sur l'autre voiture, bah, on a Richard Lietz en capitaine d'équipage, on a Maurice Schowing qui pour moi est un très bon jeune pilote. Et il y a Serge Chahine qui, jusqu'à présent, je suis désolé, mais on l'a pas vu non plus tellement à son avantage dans les autres séries où il a roulé ou quand il était en P2 notamment. Et là, il y a Serge Chahine fait le taf. Ah non, mais alors que, tu vois, tu prends un Richard Litz, avec tout le respect que je lui dois, 5 victoires de catégorie au Mans, fantastique. C'est pas Richard Litz il y a 5 ans, hein. Bah, il vieillit aussi, Richard Lietz. Exactement. Donc Tu vois. c'est pour dire à quel point, les autres, ils en voient, hein. Et donc, ouais, donc je te dis, pour moi, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué de se faire une image de cette catégorie LMGT3 sur cette première saison. Je pense on y verra déjà un peu plus clair l'année prochaine. Alors, comme tu l'as très bien dit, c'est un peu le sujet. C'est-à-dire que le but du jeu maintenant, c'est de trouver le meilleur bronze, qui amène un peu d'argent quand même. Parce qu'un budget, un programme LMGT3, on est quand même à peu près à 5 millions. Donc, c'est quand même 4 millions 5 millions, qui est quand même pas rien. Donc il faut trouver le budget. Et après, bah, bon, je suis pas non plus patriotique à 100%, mais je reste toujours déçu, déçu de Acodis ASP, pas déçu de l'équipe, mais déçu du résultat. Parce que ça vient pas. Alors ok, on va pas se mentir, hein, faut appeler un chat un chat. Hein. Il y a la 87, Takeshi Kimura en bronze. Quand tu vois le niveau des autres bronzes, c'est un tour en dessous. Hein. Faut être réaliste. Bah, c'est ça, c'est ça. Alors que par contre, à côté de ça, un Esteban Masson est pour moi l'une des révélations de l'année. Alors ça se Oui. voit pas, c'est parce que c'est assez lissé, mais pour moi Esteban Masson c'est vraiment solide, vraiment. Et puis l'autre, Tout comme un Koizumi n'a pas le niveau. ouais, mais c'est compliqué. C'est compliqué, c'est sûr. C'est sûr que si tu compares Koizumi avec Schiavoni et avec Kimura, les trois par rapport aux autres, bah c'est normal. Ils sont plus âgés, ils ont commencé plus tard, ils ont moins d'expérience. Donc on part pas déjà sur un même pied d'égalité. Je veux dire, heureusement que Sarah Bovic, j'aime beaucoup, elle met une mine en début de relais, hein, Hiroshi Koizumi. Déjà d'une, ils n'ont pas le même âge, ils n'ont pas la même expérience. Donc, forcément, l'égalité n'est pas la même. Ouais, mais c'est vrai comme on disait, de toute façon, entre deux pilotes pro, il y a jamais 3 secondes, là où entre deux amateurs, il peut vite y en avoir 5. Hein, donc, Et puis, pour en venir au Iron Dam, c'est encore pas de chance. Là, c'est vraiment pas enfin, c'est pas de bol. C'est pas de bol. Bon, après, on va pas revenir sur le contact, on en a parlé tout à l'heure. Mais bon, enfin, après, peut-être que les commissaires sportifs, les officiels ont des vues différentes dans la voiture que nous, on n'a pas. Mais pourtant, on a vu les deux caméras embarquées, on a vu l'extérieur.
Bon, Et pour légèrement ouvrir le débat, notamment par rapport aux pilotes bronze, selon vous, les équipages LMGT3 vont-ils beaucoup bouger en 2025 par rapport à la grille qu'on a en 2024? Ou est-ce qu'on peut s'attendre à une certaine constance Bah dans oui, les équipes? oui. Non, ça va bouger, c'est sûr. Ça va bah, bouger parce que déjà un Malikin il va passer Silver, il y a un Shouring il va aussi être, il va aussi, enfin il va y avoir pas mal de changements parmi ces pilotes. Tout le monde nous demande dans le paddock. Alors, Sarah Bovie elle reste bronze, ça va encore être un débat. Déjà ça va bouger rien que pour ça, rien que hum. pour ça. Donc Et puis, ça va bouger pour ça c'est clair. Et puis, ça va bouger pour autre chose. C'est que les pilotes bronze qui paient une partie et qui roulent dans des voitures qui, pour l'instant, n'ont pas fait un seul podium ou n'ont pas fait un top 5, comment est-ce que ces équipes vont pouvoir fidéliser ces pilotes pour qu'ils remettent la main au pot l'année prochaine? Il est là aussi le problème. Tu as une BOP, normalement, tout le monde devrait gagner, mais c'est sûr qu'au niveau des équipages, bah, il y a des différences, mais il y a des différences de niveau, mais ça, on n'y peut rien. Donc, est-ce que ces pilotes, tu vois, un Timur Bokuslavski, bah, lui, il est déjà parti. Qui était très ouais. habitué à gagner en GT World Challenge. Il est parti, il continue, il va en Italian GT, il gagne en Italian GT sur une Ferrari. Non, mais c'est un débat. Puis après, c'est sûr que pour répondre à ta question, Pierre, l'équation, elle est différente encore de l'hypercar où, logiquement, maintenant qu'Issota n'est plus là, il y a que du pro. C'est que, voilà, faut trouver le bon pilote qui amène le bon budget. Et bah, des Alarty, des Darren Leung, des tout ça, il y en a pas non plus à l'appel. Donc c'est complexe. Voilà. Je pense que Laurent a un peu cité les noms de pilotes bronze qui, de toute façon, à la régulière, ne peuvent rien espérer. Et faudra voir, mais oui, ça va bouger de toute façon. Après, il y a des choses qui sont qui, je pense, sont immuables, à savoir je vois bien Valentino Rossi et Maxime Martin repartir. Il n'y a pas de raison de se séparer pour BMW WRT d'Augusto Farfus. Va y avoir des choses qui vont rester, mais bon. Après, je me mets à la place de certains pilotes, ça doit être compliqué, hein, parce qu'un José Maria Lopez, quand on voit le manque qu'il a fait sur la GR 10, se retrouver à jouer les fonds de peloton en GT3, oh, ça doit être compliqué à gérer quand même. Hein. Et je vous coupe, le bulletin va arriver incessamment sous peu avec les premières catégorisations de pilotes 2025. Hein. C'est là aussi où on va en savoir plus. Bon, je pense qu'Alex Malikin, alors lui, s'il reste bronze, c'est le hold-up de l'année. Donc ça, j'y prends pas une seule seconde. Non, mais je crois qu'il ne prend pas. Il y en a, Bon, il va il y en a Même en silver, ce sera un des meilleurs silver. Hein. ouais. Et il y en a d'autres après. Mais après, on peut pas. Je veux dire, il a commencé très tard. Ok, il est jeune, mais il a Oh, commencé très voilà. tard. Il a pas une Aucun expérience reproche. phénoménale. Il est Tu doué, vois, il est doué. Hein. C'est c'est comme un Keating. Un Keating, il est bronze, il est bronze. Il faut surtout pas qu'il c'est- soit c'est- silver. c'est l'éternel sujet. Et c'est pour ça aussi qu'il y avait des rumeurs. Normalement, je crois que tu descends d'un grade à 50 ans. Mm. Et il y a des bruits il y a des bruits, enfin, ça fait pas mal de temps qu'on entend que ça pourrait plus être 50, mais 55. Parce que plus ça va, plus les pilotes sont, entre guillemets, bons. En fait, ça dépend vachement. C'est assez étonnant. Hein. L'âge, l'impact de l'âge sur les pilotes. Alors bon, bien sûr, il y a la condition physique, hein, mais je me souviens d'un Scott Pruitt qui était assez incroyable. Euh, mais après, il y en a qui ont, il y en a qui, il y a vraiment qui franchissent, qui vraiment perdent en perf. On voit Sébastien Bourdais qui a 45 ans. Honnêtement, on se demande s'il a déjà été aussi rapide dans sa carrière. C'est une façon de parler. Hein. On connaît tous son talent, mais en tous les cas, à 45 ans, il a pas perdu. Hein. Donc c'est vrai que c'est assez. Je pense que c'est un petit peu aussi, c'est un peu aussi compliqué parce que je pense que tous les pilotes enfin c'est ce qu'on dit toujours, l'âge c'est dans la tête quoi. Donc c'est plutôt le physique et le mental qui jouent. Donc bon, je pense que tout le monde ne réagit pas pareil en prenant de l'âge. C'est pour ça que moi, je commence pas la course parce que c'est pas une demi-seconde qu'il faudrait, mais bien plus. Donc, je vais laisser ça aux autres. Mais toi, t'as pas un grade toi déjà. Non, moi, j'ai pas de grade déjà. En fait, il a pas besoin de demander de gradé. révision. Non. J'économise un peu d'argent comme ça. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on va vite se remettre dedans puisque Fuji c'est dès la semaine prochaine. C'est ce que j'allais te dire, Thibaut. On a fait le tour de ces 6 heures d'Austin et le championnat du monde d'endurance reprend déjà la semaine prochaine, donc, puisque nous sommes aujourd'hui jeudi 5 septembre et Thibaut, tu seras en partance pour Fuji dans la semaine prochaine, donc. Et Même déjà arrivé. tu seras déjà arrivé. Oui, non, jeudi prochain, tu seras déjà arrivé, mais d'ici là, il y aura le trajet, donc tu nous feras vivre évidemment et ça sera à lire sur Endurance Info
L'avant-dernière manche du championnat du monde d'endurance, les 6 heures de Fuji, la manche à domicile pour Toyota, où les GR010 seront évidemment très attendus par les fans japonais dont on connaît la passion. Donc tout sera à suivre, les comptes rendus de séance, évidemment, les analyses. Nous reviendrons dans notre podcast Track Limit by Minerva Oil. On remercie notre sponsor de ce podcast. Donc il y aura évidemment un numéro consacré à cette épreuve WEC du Japon. D'ici là, on vous encourage à rester fidèle à Endurance Info, à notre podcast. On devrait avoir des infos intéressantes dans les prochaines heures, je pense, messieurs, sur le site. On encourage nos lecteurs et nos auditeurs. C'est quoi? Ah ben je sais pas, c'est ce qu'on appelle le teasing. Il faut que les gens aient envie de venir nous voir. On va essayer de les inciter. Messieurs, je vous remercie en tout cas pour ce nouveau numéro de Track Limit et on se donne rapidement rendez-vous pour continuer à parler de ce championnat du monde d'endurance 2024.